Bonsoir à tous, bienvenue sur la 3, bienvenue sur la chaîne qui offre 3 fois plus de sport en Côte d'Ivoire. 90 minutes à passer ensemble pour analyser, décrypter toute l'actu du monde du sport d'ici et d'ailleurs. 20h30, 22h. Installez-vous confortablement, la grande team démarre maintenant. Voici notre sommet du jour. Pour son premier numéro de la semaine, la Grande Team propose le tour d'horizon de l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. Et c'est dans LGT News. Mondial 2026, éléphant. Passer le premier tour serait-il un exploit? C'est la question au centre des discussions au cours de l'actu. Sans oublier l'actualité des internationaux ivoiriens à l'étranger. Et c'est dans la saga des pros. Allez, nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team, bien sûr, avec moi pour cette émission de ce soir. Balo, bonsoir. Bonsoir, D'Angeles. Vous allez bien? Ça va, et chez vous? Super bien. Juste à côté, Jean-Philippe Poria, bonsoir. Bonsoir, D'Angeles. Vous allez bien? Ça va. Super. Ça va. Oui, ça va. Et bien à ma droite, bien sûr, Kader Guilavogui. Bonsoir, Kader. Bonsoir, D'Angeles. J'ai envie de dire quelle entrée. Ah, merci beaucoup. Allez, on rappelle qu'en focus, on aura le promoteur Jimmy et Traoré, bien sûr, pour parler du choc des Titans, édition 2025. Et puis, autre information, ce mardi 9 décembre 2025, au JT de 13h, sur RTI1, Faye Emers, sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire, donnera la liste des joueurs retenus pour la CAN 2025 au Maroc. Et puis, la CAN, c'est bientôt, et le coup d'envoi sera donné sur la 3, la chaîne des événements sportifs musicaux, Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info et le sport, et RTI et Play. Donc, pour ne rien rater, tout ça, c'est sur la 3. Et bien sûr, on va lancer notre première rubrique LGT News. LGT News. Assemblée générale du CNO Côte d'Ivoire pour entamer les news. Bilan satisfaisant pour Maître Georges Ongouan. Le Comité national olympique de Côte d'Ivoire était en assemblée générale ordinaire le samedi 6 décembre dans un espace événementiel à Marcory. Sur les 33 fédérations convoquées, 19 ont répondu à l'appel du président de cette institution, Maître Georges Ongouan. D'ailleurs, ce dernier s'est réjoui du quorum atteint malgré le mécontentement de certains présidents de fédérations. Le bilan de l'exercice écoulé est particulièrement riche, avec notamment la forte implication du CNO Côte d'Ivoire dans l'accompagnement des athlètes au dernier JO de Paris 2024 et bien d'autres actions. L'Assemblée a par ailleurs validé le rapport financier chiffré à 2 159 187 061 francs CFA et a adopté la motion relative à l'AGO de 2024. Le CNO Côte d'Ivoire a par la voix de son président réaffirmé sa volonté de renforcer son action en direction du mouvement olympique ivoirien. Les acteurs, les présidents des fédérations et les présidentes ont eu beaucoup d'informations à nous donner et c'est une belle assemblée générale parce que ça s'est passé dans une ambiance cordiale, fraternelle, avec toujours comme base l'olympisme. Marathon international d'Abidjan, Langat Jaffé plane sur le 42 km. La course des 42 km de la 21e édition du Marathon international du district autonome d'Abidjan, couru samedi dernier, a été remportée par Langat Jaffé. Le Kenyan a bouclé cette distance en 2h28 minutes 50 secondes. J'ai apprécié le temps malgré la forte chaleur. Oui, je suis très content d'avoir gagné, a confié le vainqueur de cette 21e édition du Marathon international du district autonome d'Abidjan. Côté ivoirien, la grosse satisfaction est la performance réalisée par Carole Aloui Ndri au 21 km d'âme. Elle a franchi la ligne d'arrivée en 1h25 minutes 41 secondes. Rappelons que ce sont 8000 participants qui se sont mobilisés à cet événement. Ils ont sillonné les communes du plateau, de Cocody, de Marcory, de Koumassi et de Treichville, où a eu lieu l'arrivée au Palais des Sports. Je suis vraiment heureuse d'avoir cette médaille. Parce que je ne savais pas que je pouvais avoir cette médaille aujourd'hui. Parce que c'est ma deuxième fois de faire. À partir des 30 minutes, ce n'était pas vraiment facile parce qu'il y avait une concurrente qui était tellement collée à moi. C'était vraiment pas facile. Mais vu les entraînements que j'ai faits, avec les encouragements de mon coach, j'ai pu surmonter cela et puis gagner la compétition. Technique,
toujours en progrès. Il y a eu des petits couacs, etc. Mais c'est des choses qu'on a su régler. Et tout le monde est arrivé. Il n'y a pas eu de dégâts, il n'y a pas eu de bobos. Et là, déjà, c'est déjà un succès. Voilà, donc tout s'est bien passé. Et tous ceux qui devaient arriver sont arrivés en très bonne santé. Cela nous réjouit dans la mesure où le ministre François Albert Micha a mis au cœur de sa politique le sport. Vous avez les différentes infrastructures qui existent dans notre commune et toutes les subventions que nous accordons à toutes les fédérations qui ont des cérémonies à Treichville. Et donc cela nous réjouit de retrouver ce marathon-là à Treichville qui n'aurait jamais dû quitter. Dodgeball, les dauphins et les ninjas, champions de Côte d'Ivoire. Le centre sportif ivoiro-coréen Alassane Ouattara a vibré au rythme du dodgeball à l'occasion du championnat national. Après plusieurs rencontres âprement disputées, la sélection féminine des dauphins magiques de San Pedro s'est imposée 8-2 au détriment des antilopes de Daloa, remportant ainsi la première compétition mousse dames. Quant au niveau du dodgeball tissu, catégorie mixte, la palme d'or est revenue au ninja d'Abobo à l'issue d'une rencontre qui a tenu toutes ses promesses. Il détrône ainsi les dauphins magiques de San Pedro 18-10. Au titre des récompenses, les dauphins magiques de San Pedro et les ninjas d'Abobo, respectivement dames, simples et mixtes, en plus du trophée et médaille, ont reçu une enveloppe de 100 000 francs CFA. Quant aux équipes classées 2e et 3e, sans oublier les meilleurs joueurs, meilleurs buteurs et l'équipe Fair Play, ils ont tous été récompensés. Au total, ce sont 16 clubs venus de toutes les contrées du pays qui ont disputé la première place de ce championnat. Football à présent, Maracana, Petit Poteau, Super League de Yahoo, FC 8 kg, sacré champion. Le terrain du foyer des jeunes de Yahoo, de la commune de Beaunois, a servi de cadre ce week-end à la finale de la Super League de Yahoo, tournoi de Maracana, placé sous le signe de la cohésion sociale. Après plusieurs mois de compétition, l'affiche finale opposait FC 8 kg de Yahoo en noir à la formation de Petit Paris de Bassam en présence de plusieurs cadres et autorités locales. Au terme d'un choc équilibré et engagé, c'est finalement la formation de 8 kg qui l'emporte 1-0 grâce à une réalisation de Djiriko Dambélé. Beaunois, c'est l'hospitalité. Beaunois, c'est la paix. Beaunois, c'est le vivre ensemble comme le président de la République, Alassane Ouattara, demande. Et c'est pour cela que nous passons par les jeunes pour consolider cet acquis pour l'avenir de Beaunois et pour l'avenir des enfants. La cohésion sociale, l'unité prend vraiment tout le sens ici à Yahoo parce que ce tournoi de football avait juste comme projet de rassembler la jeunesse de Yahoo parce qu'on en a besoin en tout cas en ces temps-ci-là de cohésion sociale dans ce beau village qui est le village de Yahoo. Lancée le 26 août 2025, cette Super League a réuni 12 équipes issues de Bassam, Beaunois et Yahoo. Les organisateurs ambitionnent désormais d'institutionnaliser cette compétition afin d'en faire un rendez-vous sportif majeur dans la commune de Beaunois. Allez, la question LGT de ce soir, mondial 2026. Éléphant, passer le premier tour, serait-il un exploit? Ça sera dans notre actu. Téléphone plus 225 27 21 59 93 99. Ensemble, nous allons débriefer à présent LGT News. On commence avec, bien sûr, Cadet, Assemblée générale du CNO Côte d'Ivoire. Bilan satisfaisant pour Maître Georges Ngouan. Effectivement, c'était le samedi dernier dans la commune de Makori. Le Comité national olympique Côte d'Ivoire a tenu son assemblée générale ordinaire, sanctionnée par l'adoption, on va dire, du budget général prévisionnel qui s'élève à 2 159 millions. Un chiffre en hausse, mais cela s'explique par ses membres, comme quoi la Côte d'Ivoire doit participer en mars 2026 aux Jeux africains de la jeunesse, ce qui devrait coûter à peu près d'1 milliard au CNO. Pareil comme en 2024 où on avait les Jeux olympiques de Paris qui avaient également permis, n'est-ce pas, de constater un budget de 2 milliards. Et donc, voilà, bilan satisfaisant pour les congressistes. Au plan moral, ils se sont dit heureux, n'est-ce pas, de savoir que le Comité national olympique a pu assister, n'est-ce pas, les différents athlètes ivoiriens aux différentes compétitions et ils espèrent le poursuivre. Sauf que 48 heures avant cette Assemblée générale ordinaire, un collectif de présidents de fédération également était allé au siège du CNO
pour lire une motion lue par le président Alou, président de la Fédération ivoirienne de lutte, accompagné du président de la Fédération de volleyball, M. Pascal Ouadja. Et donc, eux avaient dénoncé déjà ce qu'ils considèrent comme une mascarade. Et au lendemain, n'est-ce pas, de cette Assemblée générale ordinaire, soit le même jour, le samedi, eh bien, une conférence de presse a été tenue par le collectif des présidents pour dénoncer cette Assemblée générale ordinaire, pour dire que les choses ne se font pas comme il se devait. Selon ces présidents-là, ils attendent, n'est-ce pas, de voir un peu plus clair. Tout ceci, pour certains membres du collectif, eh bien, en ligne de mire, on va dire les élections qui doivent se faire en mars 2026, élections à la tête du CNO. On empêcherait le président d'Abonné de se présenter. C'est pour cela qu'il y a des problèmes au judo. On essaie, n'est-ce pas, de le briser dans son élan. Ce sont des arguments qui sont brandis. Est-ce la réalité? Est-ce des rumeurs? On ne saura vous en dire plus, mais sachez qu'au Comité national olympique, c'est la première fois qu'on entend autant de bruit au niveau de l'institution. Il est temps peut-être qu'on s'assied autour d'une table de discussion pour régler ce problème-là qui, pour moi, n'a pas sa place, tout simplement. On espère que tout rentrera dans l'ordre. Allez, avec Jean-Philippe Aurier, on part en Angleterre. Mo Salah, prêt à quitter les Reds de Liverpool. Oui, Mohamed Salah, le feu follet attaquant égyptien qui a raflé le titre de meilleur joueur du championnat d'Angleterre la saison dernière, est présenté par son entraîneur, selon ses mots, comme le bouc émissaire de la mauvaise passe dans laquelle se trouve son club actuellement. Résultat des courses, ça fait 3 matchs que Mo Salah est sur le banc de touche. Mo Salah, leader, pour ne pas dire un ancien, s'est exprimé sur sa situation. Il a tout simplement marqué son mécontentement et en réaction à Ancelotti et Liverpool ont décidé de le faire sortir du groupe professionnel. Il a annoncé qu'il sera là à minima pour dire au revoir aux supporters de Liverpool avant de se rendre à la Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que ces dernières saisons, Liverpool et certains de ses cadors n'ont pas su se séparer en de bons termes. On se rappelle de la sortie du Sénégalais Sadio Mané. Aujourd'hui, Mo Salah, beaucoup d'observateurs du football s'interrogeaient déjà sur sa prolongation la saison dernière. Beaucoup estimaient qu'il devrait partir au pic de sa forme, mais il a cru aux paroles de son club. Il a voulu rester sur la saison, accompagner l'équipe dans son nouveau cycle. Et malheureusement, c'est lui qui est pointé du doigt à son grand désarroi. Donc peut-être sommes-nous en train de vivre les derniers moments de Mo Salah du côté de Liverpool. On en fera plus, comme il a dit, notamment au cours de la Coupe d'Afrique des Nations qui commence ce 21 décembre et à suivre bien évidemment sur nos antennes, les antennes du groupe RTI, la 3, Radio Côte d'Ivoire et RTI Play. Merci. Effectivement, avec ballon, on part du côté de l'Espagne. Real Madrid, Xabi Alonso sur la sellette. Absolument, Xabi Alonso est sur la sellette. Il faut savoir que le Real Madrid, hier, s'est incliné sur sa propre pelouse à Bernabéu, 2-0 face au Celta Vigo. C'était un match dominé par le Real Madrid en première période qui s'est procuré plusieurs occasions par l'intermédiaire de sa pépite turque. Bien sûr, et notamment Vinicius, Mbappé qui ont essayé de pousser. Sur la seconde période, ils se sont fait contrer par une magnifique équipe de Vigo qui ressortait bien les ballons. Donc c'est en tout un bilan sur 5 matchs, sur les 5 derniers matchs, de 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Notamment cette défaite à Bernabéu. Sur les matchs à domicile, c'est 4 victoires consécutives et 1 défaite à Vigo. Mais il faut savoir que le Real Madrid est un club qui aime gagner, qui n'est pas dans l'approximation et qui veut des résultats concrets. Raison pour laquelle Xabi Alonso aujourd'hui est sur la sellette, parce que cette équipe du Real aussi n'a plus d'âme. Avant, on avait une équipe du Real qui avait un fighting spirit incroyable, capable de renverser les situations. Mais force est de constater aujourd'hui que finalement cette flamme a disparu et justement Florentino Pérez n'apprécie pas cette perte de vitesse des Madrilènes, raison pour laquelle demain c'est donc un match test. Mercredi, c'est un match test pour Xabi Alonso. Pour Xabi Alonso, allez, on va marquer une petite pause dans cette émission. On revient juste après pour parler de notre focus. Tu me l'as promis, Jésus, accorde ma victoire, Jésus. Tu me l'as promis, Papa, accorde ma victoire, Jésus. Salut à tous, je suis le chanteur Boniface et je vous invite à suivre Échauffement du lundi au vendredi sur la 3. Salut, je suis JP de Bambou. Suivez Échauffement du lundi au vendredi sur la 3. Échauffement assure du lundi au vendredi à 18h sur la 3. La 3, nous offrons 3 fois plus de musique, 3 fois plus de sport.
La grande team, 20h30, 22h sur la 3 du lundi au vendredi. Ce mardi 9 décembre 2025, au JT de 13h, le sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire, Faye Emers, donnera la liste des joueurs retenus pour la CAN 2025 au Maroc. Et la CAN, c'est à suivre en direct en intégralité sur la 3 pour vibrer Radio Côte d'Ivoire, pour vivre RTP Play, pour revivre. Allez, place à notre focus du jour. Pour notre focus, nous recevons sur notre plateau le promoteur du choc des Titans, Jimmy Traoré. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. 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 Vous allez bien? Et vous? Allez, donc les finales du choc des Titans, bien sûr, édition 2025, auront lieu le 13 décembre prochain. À cet effet, bien sûr, on reçoit le promoteur Jimmy Traoré. Président, on va entrer dans le vif du sujet. Allez, parle-nous un peu des préparatifs. Tout se passe bien? Super bien. 6 ans, les gars, on est plus ou moins un peu rodés aujourd'hui. Ça se passe super bien. Le Palais des Sports est prêt à attendre le public, les athlètes, et pour que le sport s'installe et que la boxe continue à vibrer et à briller dans ce beau pays-là. Président, promoteur Jimmy Traoré, doit-on s'attendre à un spectacle à l'américaine? Que prévoyez-vous ce 13 décembre? Par habitude, comme le très cher frère connaît, oui. Nous avons par principe de faire des grandes choses dans ce gros pays-là. Donc le 13 décembre, au Palais des Sports de 13 juillet, il va y avoir de la lumière, il va y avoir du son, il va y avoir de très beaux combats. On va avoir une jeunesse encore qui va s'exprimer. On va avoir des athlètes qui vont être vus. C'est très important. Il faut les mettre en lumière pour que derrière, ils croient à ce rêve-là de l'école de la seconde chance. Et de dire qu'avec le sport, avec la boxe, ils peuvent être des gens respectés et respectables. Donc pour nous, le 13 décembre, comme par habitude, on va partir avec toujours les mêmes choses. Porter un plus dans le côté social. Comme on a fait la caravane, on a donné presque 6 frigos dans chaque commune. On va faire autant avec les tirages au sort pour les pagnes pour nos mamans. Et on va valoriser les jeunes de Côte d'Ivoire. Et encore, l'apothéose, comme chaque année, c'est la bourse qui passe aujourd'hui. Le Choc des Titans est un projet qui s'installe avec une bourse en moyenne de 300 francs pour un défaitiste, de 700 francs pour quelqu'un qui gagne. Vous imaginez un enfant d'un bobo de bois qui se recourt à d'où je viens, qui rentre avec une bourse gagnée à la sueur de son front et de ses poings. Il faut valoriser ce genre de projet-là. Merci beaucoup. Allez, Jimmy, combien de combats professionnels et amateurs au programme? Aujourd'hui, nous avons une caravane sur 6 communes. Nous avons été à Boaké, chez le ministre Amadou Koné. Nous avons été à Bergeville, chez Doumia, le maire Dougou. Nous avons été à Koumansi, chez Narcisse Balé. Nous avons été à Bobo, chez Maman Kandia. Nous avons été à Yopougon, 6 communes. Dans chaque commune, on a répertorié 6 jeunes. Donc, par conséquent, on va avoir 6 beaux combats amateurs. Et derrière, l'élite des boxeurs ivoiriens sont sûrs. Koné Adama, Gazo Iris, Anzoumana, ils vont faire 5 combats professionnels. Jean-Philippe? Oui, Président Jimmy, ça fait 6 ans que le Choc des Titans, on va dire, traîne sa bosse sur le plan local. C'est une compétition qui, petit à petit, est en train de rentrer dans les mœurs de la Côte d'Ivoire au niveau de la boxe, notamment. Au bout de 6 ans aujourd'hui, quelle évolution majeure comptez-vous apporter au Choc des Titans? Pour l'instant, on voit que c'est la promotion, je dirais, des acteurs locaux qui est faite le plus en avant. Mais est-ce que vous prévoyez, dans un avenir très proche au niveau du Choc des Titans, par exemple, organiser de grandes rencontres internationales durant cette compétition? Merci, c'est une très belle question. Je vais rectifier un petit mot. On a fait la CAN de la boxe l'année dernière. On a rajouté, ce n'est pas forcément du côté local, comme cette année encore, on a ramené les gens du Sénégal, du Nigeria. Donc ça commence à prendre une dimension africaine, entre griffes. Vous savez, la boxe demande beaucoup de moyens. Aujourd'hui, à Riyad, il y a des combats d'un certain niveau. C'est parce que c'est porté par le côté politique. Ils ont compris que Riyad peut devenir la vitrine par le sport. Donc, ils ont mis les moyens. Aujourd'hui, si on a les moyens sur Choc des Titans, vous avez vu, on a fait le championnat intercontinental ici avec Youssouf Doumbia, on a fait du Libéa, on a fait presque tout. Ce qui manque, c'est que l'État du Côte d'Ivoire aujourd'hui prenne le projet Choc des Titans, et qu'on nous demande demain matin d'envoyer Mike Tyson. Il va venir. C'est juste une question de moyens, une question de volonté. Ballot? Oui, donc, Président, vous avez tout à l'heure parlé d'action sociale. Je sais que sur les éditions précédentes, on a eu des tests de diabète qui ont été faits, les prises de glycémie. Est-ce qu'au niveau de la santé, il y a eu quelque chose de réalisé pour cette édition? Nous avons dépisté en moyenne, je pense, si mes chiffres sont bons, plus de 1700 personnes. D'accord. Et avec un taux de près de, je crois, près de 80% de femmes.
D'accord, dépister pour le diabète et hypertension artérielle. Ok. Ça, et encore pour vous dire que, au fait, on a compris que le public qu'on veut chercher, il faut que le produit s'intéresse aux produits, choc des titans. Donc, des produits d'appel qu'on a mis, la santé est devenue aujourd'hui un produit majeur. Et nos mamans, vous avez vu sur les rings, elles ont dansé, elles ont porté ce projet-là. Et ça, pour nous, et derrière, il y a l'action sociale. Par exemple, dans chaque commune, on a remis un frigo au tirage au sort à une maman. Dans chaque commune, on a remis des pagnes au tirage au sort des mamans, pour spécifier. Et donc, on estime qu'avec le côté social, ce côté don-soi, ça permet à ces mamans de se réaliser aussi autour du projet. Et c'est ça la communication sur les titans. Il faut qu'on en parle dans toutes les contrées. Il faut que dans les maisons, ça existe pour l'enfant. Pour que le petit de Jimmy qui suit, qui ne sait pas où partir, estime que son grand frère est rentré chez lui avec une bourse et qu'il ait valorisé ses parents et que derrière, eux, ils portent ce projet avec nous. Donc, il faut que les parents s'intéressent. Il faut que les pouvoirs publics sont aujourd'hui dans le projet. On a la chance d'avoir Maître Camara, qui est le parrain et le garant juridique de la ceinture. On a la chance d'avoir Amadou Koné, notre grand frère, le maire de Bouaké, ministre des Transports, qui nous a apporté de la force. Aujourd'hui, la plus belle des choses qui nous arrive, par pure coïncidence, le ministre d'État, le ministre de la Défense, Tine Ibrahima Ouattara, qu'on salue aujourd'hui, nous a dit, cette jeunesse-là, il faut que vous passiez par le sport pour nous la porter très haut. Et on est en train de faire un boulot. On estime, on voit ensemble que ça marche. Il y a l'honorable Florent de Bouaké, il y a Ousmane Bané de l'ONS. Tous ces grands noms aujourd'hui sont en train d'appuyer ce projet-là. Parce que je vous dis, Abdoulaye Wade l'a dit en son temps, l'avenir d'un pays se juge par sa capacité de sa jeunesse. Si on arrive à trouver chez nous, l'école à seconde chance, le rêve pour l'enfant de Bouaké, d'Abobo, je vous promets que très prochainement, on va être émergent. Kader ? Alors, monsieur le promoteur, j'ai envie de vous poser deux questions. La première, quand vous nourrissiez au tout début le désir, l'ambition de faire du choc des titans, on va dire une vitrine, est-ce que vous attendiez à un tel engouement aujourd'hui, après 6 années? Deuxième question, au football, on parle de dépassement de fonction. Est-ce qu'aujourd'hui, M. Traoré n'ambitionne pas de devenir président de la Fédération de boxe? Est-ce que c'est quelque chose qui vous trotte dans la tête? Je vais parler comme Nicolas Sarkozy. Chaque matin quand je me rase, aujourd'hui j'y pense. Honnêtement, le besoin s'impose. Je pense qu'avec tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a apporté, si on s'amuse à ne pas mettre une fédération forte, on va avoir les mêmes problèmes. Aujourd'hui, j'estime qu'on a prouvé par certaines conditions de sérieux. Aujourd'hui, si on a l'opportunité d'avoir le ministre d'État qui nous porte son nom pour être le patron de ces événements-là, j'estime qu'on a checké, qu'on est des hommes assez sérieux. Il faut que tout ce réseau qu'on a mis autour du choc des titans porte cette jeunesse-là, de Bouaké à Mankono, pour que demain matin, j'ai dit, on puisse avoir un niveau nouveau. Donc, par conséquent, je suis vraiment dans la dynamique de me présenter aux élections. Ça, c'est indéniable, c'est même plus à mon niveau, c'est obligatoire pour ces jeunes-là. Et derrière, parce que les jeunes me le demandent, les présidents de club me le demandent. C'est vrai que je ne peux pas faire l'unanimité, mais j'estime que cette valeur-là s'installe. Maintenant, l'engouement. J'estime que souvent, les gens n'arrivent pas à réaliser le temps et le travail qui est derrière ce produit-là. Il y a 6 années de création, de réflexion, de bataille avec même les intempéries. Est-ce qu'il va pleuvoir? Est-ce qu'il va faire beau? Est-ce que le visuel va être bouclé? C'est beaucoup de travail. Aujourd'hui, effectivement, je pense qu'après le travail, c'est ce qu'on veut expliquer aux enfants de Côte d'Ivoire. Après le travail, il y a forcément un résultat. Et le résultat d'aujourd'hui, sur le Titan, c'est l'équipe derrière qui a créé un boulot, qui aujourd'hui, je pense, qui a créé ce projet-là. Président, au jour d'aujourd'hui, êtes-vous prêt au niveau organisationnel? Fin prêt. Nous avons la chance d'avoir un DG de l'ONS, M. Ousmane Bané, que je salue ici, qui a mis tout à notre disposition pour que le palais soit déjà prêt. Nous avons un de nos frères qui est aujourd'hui, en termes de sonorité, en termes est l'un des meilleurs sur la place, Kenzo, qui nous a porté. Donc, depuis mercredi, l'installation commence. Et vendredi, on fait les tests. Samedi, 18h, Palais Sport et 13 villes. Je pense qu'on va allumer le feu. Allez, 6 éditions. Est-ce qu'on peut parler de maturité de l'événement en cette année 2025? La maturité, je pense qu'on peut décider ensemble. Parce que les chocs des titans parlent de cette scène. À mon frère Didier Blou, que j'ai dit merci. Ça parle de ce plateau-là. Et donc, je pense qu'ensemble, c'est pas la maturité, on peut la regarder ensemble. Je pense que c'est cuit. Je pense que le produit est prêt. Je pense que le jeune de Bouaké, de Sokora, d'Abobo a compris le message qu'on veut passer par la boxe. Allez, aujourd'hui, comment est-ce que les jeunes boxeurs appréhendent-ils ce gars-là? Ils sont motivés. La preuve, les réseaux sociaux sont enflammés. Chacun essaie de se faire sa communication. Chacun essaie de porter son rêve. Et moi, je pense que les athlètes sont prêts. On va faire la pesée vendredi au stade Fouboigny pour rendre hommage au chef de l'État, le premier fondateur de ce pays-là, qui a porté la boxe comme sport phare.
Donc, à son hommage, grâce à l'ONS encore, on va faire la pesée au Stade Fauboigny vendredi. Et samedi, je pense qu'ils vont s'exprimer et les meilleurs gagneront. Beaucoup de symbolique. Jean-Philippe Auria. Oui, Président. Moi, c'était dans la lancée de la question de Kader. Combien de clubs participent aujourd'hui au choc des titans, depuis les premiers combats jusqu'au gala final? C'est ça notre combat. C'est ça notre combat. Aujourd'hui, de façon définie, vous ne pouvez pas estimer le nombre de clubs qui existent en Côte d'Ivoire. Avec la cacophonie qui est dans le monde de la boxe, tout en lambeaux. Pour que je puisse lancer ce projet cette année, j'ai dû faire un sparring au niveau du camp Galeni, pour que j'ai demandé à tous les boxeurs de venir participer. C'est donc ça part de ce processus-là. Si on avait une fédération ciblée, on aurait des clubs nominés. Il y a des clubs qui existent depuis 40 ans, il n'y a pas de salle. Il y a des clubs qui existent depuis 3 jours, parce qu'il y a une élection qui existe. Donc aujourd'hui, les jeunes, en termes de clubs, je ne pas dire n'importe quoi, il y a au moins une vingtaine de clubs, de noms, qui sont inscrits dans le projet, mais ce n'est pas linéairement écrit parce qu'il n'y a pas de fédération, il n'y a pas de travail qui fait. Merci beaucoup, Jean-Philippe Auria. Allez, vous l'avez dit, vous avez sillonné pas mal de localités ici en Côte d'Ivoire. Quel accueil ces populations vous ont réservé quand vous êtes arrivé? Aujourd'hui, le choc des titans est devenu une entité ivoirienne. Partout on passe, les gens sont contents, les enfants sont heureux. Vous avez vu les dispositifs. Au fait, l'intérêt de ce produit-là, il part du petit au grand, de la maman au papa. Tout le monde se retrouve dans la caravane. Du côté santé, du côté sport, du côté... avec les artistes qui nous accompagnent, comme Ismaël Isaac, et comme, voilà, tout le monde. Donc je pense que l'engouement s'installe, et donc les communes demandent. Benjerville, par exemple, le même a fait une confidence. Issou Doumbia, il m'a dit, moi je ne suis pas un couche-tard, mais le choc des titans m'a tenu jusqu'à 1h du matin. C'est vraiment beau. Les publics sont contents, ils répondent présents. Est-ce qu'il y a cette fierté, cette joie quand vous arrivez sur le terrain? Est-ce qu'ils sont contents quand ils savent que forcément le choc des titans arrive dans leur commune? Ils sont contents, c'est pour ça qu'ils nous donnent d'abord le cultus d'arriver. Je pense que pour arriver dans une commune, il faut que tu écrives à sa mairie et que le grand frère Narcisse Ballet de Koumansi me donne une autorisation pour que je vienne chez lui. Donc j'estime que, vous avez vu, l'année dernière, on a fait 4 étapes. On est passé à 6. Il y a l'engouement est là, le besoin s'impose. Donc l'année prochaine, déjà, les carnets ouverts, on commence à avoir des sollicitations pour aller plus loin. Donc voilà, quoi. Les gens ils sont contents et nous, on est contents avec. Est-ce qu'il y a des régions en particulier où on a des talents de boxeurs en Côte d'Ivoire, où c'est toute la Côte d'Ivoire? Il y en a partout, mais bon, il y a des densités humaines. En Côte d'Ivoire, à Bobo, c'est explosé. À Boaké, c'est ça, en fait, c'est les densités humaines qui créent ces gens de... Voilà, à commencer, Inch'Allah, on a vu les enfants, ils sont partout. Maintenant, bon, on était même à Daloa l'année dernière. Donc partout, je pense que dans toute la Côte d'Ivoire, il faut juste qu'ils croient au projet. C'est ça qui est fondamental. Il faut juste qu'ils se disent que ce produit-là peut le permettre demain matin de devenir un homme. Donc derrière, ils sont partout. Et je suis vraiment convaincu que... Mais les grosses pôles de boxe aujourd'hui, qu'on a souligné quand même, Yopougon, n'en parlons pas, Fikayo, à Bobo, c'est explosé, Boaké, pareil, ils sont partout. Oui, Président, on sait que vous êtes issu de la diaspora, vous avez fait plusieurs années en France. Est-ce que si vous êtes, je dis bien, c'est peut-être prématuré d'en parler, si vous êtes président de la Fédération ivoirienne de boxe, qu'est-ce qu'on aura justement ce transfert d'expertise? C'est-à-dire, je parle du côté académique de la boxe, parce que vous avez eu, je crois, un copromoteur qui est venu dire que la spécificité de la boxe ivoirienne, c'est que nos boxeurs se comportaient un peu comme s'ils étaient dans un combat de rue. Est-ce que le fait d'être issu de la diaspora, vous allez apporter cette expertise-là en termes de formation à nos boxeurs? Merci. Pour vous sûr, j'ai été en amitié aujourd'hui avec le président de la Fédération française de boxe, qui est prêt, avec son équipe, à apporter cette expertise-là. C'est de ça qu'on a besoin. Aujourd'hui, on a été voir Dominique Nato, on lui a expliqué le projet qu'on a monté. Aujourd'hui, la Fédération ivoirienne de boxe nous suit de façon, et où j'y vis en France. Et encore, c'est même pas encore l'expérience française. Aujourd'hui, il faut aller plus loin, il faut chercher l'expérience des pays d'Asie. Et donc, c'est un projet, pour nous, qui est fondamental d'apporter cette expertise. Il n'a pas tort. Aujourd'hui, moi, j'ai vu un combat à commencer où le petit est parti avec son pied. Parce qu'il ne se retrouve même pas entre le kickboxing et la boxe anglaise. Il veut forcément faire un combat de rue. Donc voilà, comme tu dis, effectivement, avec la diaspora, avec notre expérience, justement, on est rentré dans la boxe parce qu'on a eu cette expérience de la diaspora. C'est celle-là qu'on veut transporter. Moi, je vous dis, par exemple, dans ma commune, chez Castelvillois, vous imaginez que l'entraînement de la cité, des cités se fait entre la police municipale et les jeunes. Donc, ils ont un visage, ils ont un interlocuteur. Donc, demain matin, c'est ce qui crée, en fait,
Tu vois, vous allez partout en Europe, les salles de sport, la police municipale, les jeunes s'entraînent, ça crée cette cohésion-là. Et derrière, ils savent mettre un visage sur le bandit de griffe ou le canadier plus avant. Donc tout ça, il faut le porter dans le projet. Et comme on n'a pas les grands moyens, nous, par exemple, l'année prochaine, on va prendre des écoles pilotes dans chaque commune, qui vont être l'école de Choc des Titans, dans laquelle on va inscrire les futurs compétiteurs, et de là-bas qu'on va chercher le vivier pour pouvoir exploser. Jimmy, allez, on va regarder la caméra. C'est le 13. Un mot rapidement pour que tout le monde soit là-bas. Le 13 décembre, on vous attend. Merci à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, merci au chef de l'État, c'est un grand jour. Il a été aujourd'hui prêté serment. C'est parce qu'on est en paix qu'il y a la boxe. C'est parce qu'on est en paix que la Côte d'Ivoire vibre. 13 décembre, on attend tout le monde par l'espoir de 13 juillet et que vive la jeunesse de Côte d'Ivoire et que vive la boxe. Merci beaucoup, promoteur Jimmy Traoré, d'être passé sur notre plateau. On rappelle le choc des Titans, édition 2025, c'est ce 13 décembre. Allez, merci d'être passé et puis on se rend rendez-vous très prochainement. Et je t'attends. Allez, pas de souci. Merci. Allez, on va lancer notre prochaine rubrique échauffement, on revient juste après. Merci, Président. Allez, on va permettre bien sûr, juste après le promoteur du choc des Titans, de recevoir bien sûr coach Alain Nyoncion pour la prochaine articulation, bien sûr, échauffement Maroc 2025. Allez, ils sont entrés dans la légende de la CAN par leur incroyable capacité à faire trembler les filets adverses. Nous portons aujourd'hui un regard, bien sûr, sur les buteurs historiques de la CAN. Ce sujet préparé par la rédaction, on regarde. L'histoire de la CAN a été marquée par de formidables buteurs qui ont fait trembler les filets de façon spectaculaire et procuré d'incroyables émotions aux amoureux du football. Ils sont à ce jour au nombre de 50 joueurs à avoir décroché le titre de meilleur buteur de la compétition. Le plus prolifique d'entre eux n'est autre que le canonnier camerounais Samuel Eto'o, qui a remué les filets à 18 reprises en 6 éditions de 2000 à 2010. Il est suivi de la légende ivoirienne Laurent Pokou, qui compte 14 réalisations en 2 éditions en 1968 et 1970. Celui qu'on appelle l'homme d'Asmara est également le buteur le plus prolifique sur une seule rencontre avec 5 unités face à l'Éthiopie en 1970. L'attaquant nigérian Rachidi Yekini, surnommé le taureau de Kaduna, complète le podium avec 13 buts en 4 participations de 1988 à 1994. De son côté, l'Égyptien Raafat Atia est le premier buteur de l'histoire de la CAN lors du match Égypte-Soudan le 10 février 1957. Au cours de la même édition, son compatriote Adiba a été le premier meilleur buteur de la compétition et le premier à avoir signé un triplé. Osam Hassan, autre attaquant des Pharaons, est le plus vieux buteur du tournoi avec sa réalisation face à la RD Congo le 3 février 2006 à 39 ans et 174 jours. L'autre buteur mythique, c'est le Congolais Ndai Moulamba qui détient le record sur une édition avec 9 buts marqués lors de la CAN 1974 en Égypte. Les Ghanéens Asamoah Gyan et André Ayew, le Zambien Kalusha Bwalia et le Camerounais Samuel Eto'o sont les seuls joueurs à avoir marqué au moins un but sur 6 éditions. On ne saurait terminer l'histoire des canonniers mythiques de la CAN sans évoquer le Zambien Kennedy Mwini, premier gardien de l'histoire à marquer un but. C'était le 25 janvier 2013 contre le Nigeria sur pénalty. Eh bien, avant d'entamer nos échanges ici en plateau, je vous propose bien sûr de voir le tableau des meilleurs buteurs de l'histoire de la CAN. Ça sera avec Balo. Oui, pour dire que Samuel Eto'o est en tête de ce classement des meilleurs buteurs avec 18 buts. Laurent Pokou est deuxième, 14 buts. Rachidi Yekini, 13 buts. Hassan El Chazli, 12 buts. Patrick Mboma du Cameroun et Osam Hassan de l'Égypte, ainsi que Didier Drogba sont à 11 buts. India et Moulamba, le Congolais, et Francis Le2 Santos de la Tunisie sont au coude à coude. On a Thierry Joël, on a Mengistu Waku, l'Éthiopien, Kalusha Bwalia, André Ayew, qui ont 10 buts. Qui ont 10 buts. Allez, bonsoir coach Alain. Bonsoir. Vous allez bien? Super bien. Super content de vous revoir. Merci, moi aussi. Allez, on commence rapidement avec vous. Qu'en vous inspire ce rappel historique des buteurs de la CAN, coach? Ben écoute, c'est montrer aux jeunes gens que le football existait et que le football a toujours existé.
Et puis, il leur dit qu'aujourd'hui, c'est vrai, avec les nouvelles technologies, on voit des buts. Mais ces buts-là, on les connaissait déjà dans les années passées. Dans les années 70, il y avait des talents. Il y avait des gars qui marquaient des buts avec des reprises de volées, avec tout ça. Il dit qu'il faut toujours regarder dans le passé pour s'inspirer et devenir meilleur. Allez, Jean-Philippe Oria, on remarque une bonne présence des attaquants camerounais. Comment expliquez-vous cette domination? Mais il faut dire que le Cameroun est une formation dominante du continent africain. Le Cameroun détient, je crois, 5 trophées au niveau de cette compétition, qui est rarement sortie au niveau du premier tour. Et le Cameroun est connu pour être une nation quand même qui a produit de très grands attaquants. Voilà, pendant de très nombreuses années, on parle de Roger Mila, de Patrick Mboma, de Samuel Eto'o. Voilà, c'est la particularité des Camerounais. Et puis, quand on regarde, par exemple, le meilleur buteur Samuel Eto'o, je pense qu'il a su capitaliser son nombre de buts dans la période faste du Cameroun. Là où le Cameroun réussissait aisément à faire un back-to-back, un doublé en 2000 et 2002 en compétition. Et puis, il a poursuivi jusqu'en 2006. Il était dans un groupe vraiment extraordinaire, donc je ne suis pas surpris de voir que les Camerounais ont un certain nombre de buteurs parmi les meilleurs buteurs, mais la Côte d'Ivoire n'est quand même pas moins bien lotie, parce qu'on a beaucoup qui a 14 buts, on a Didier Drogba qui a 11 buts, et puis on a Thierry Joël qui a 10 buts, donc voilà, ce sont des nations fortes, des nations offensives, et donc c'est normal qu'elles aient des buteurs dans ce classement. On parlera forcément de la Côte d'Ivoire. Allez, Kader, le Cameroun avec ses attaquants, domination? Oui, on parle aussi d'Abega Théophile Mbida. Et puis de Laurent Etamé Maïa, milieu de terrain, qui a fini meilleur buteur à une CAN. Non, pour vous dire que autant le Cameroun produit de très grands gardiens, parce que c'est aussi une de ses marques de fabrique, autant le Cameroun nous a servi de très grands attaquants, à l'image de Samuel Eto'o, fils, qui est parvenu à détrôner Laurent Pokou au grand désarroi de la Côte d'Ivoire. Non, pour vous dire que ce sont des attaquants qui ont fait leur preuve aussi bien sur le continent, je parle de Roger Mila et d'Abega Théophile, aussi bien sur le continent africain qu'en Europe, pour parler de Samuel Eto'o et Patrick Magic Mboma. Non, des attaquants de grande classe, des profils différents à chaque fois, mais qui sont techniquement doués, très habiles. Certains habiles de la tête, à l'image de Mboma, et puis d'autres qui ont un très bon rapport avec le ballon, qui savent jouer, qui savent dézonner, participer à l'élaboration du jeu. Non, c'est la panoplie de l'attaquant, tout simplement, que le Cameroun nous a servi avec ces grands noms qu'on a cités. On espère en revoir d'autres, même si le Cameroun est visité par une certaine crise. Le dernier, c'est Vincent Aboubakar, pas sûr de voir la CAN, mais en tout cas, le Cameroun a marqué son empreinte dans cette CAN. Ballon, on a également, bien sûr, Oussama Hassan et les autres tireurs égyptiens. Leur performance explique-t-elle la mainmise des pharaons sur cette compétition? Oui, en partie, mais aussi pas que les buteurs, parce qu'on a eu aussi un grand milieu de terrain, la personne de Mohamed Aboutrika. On a eu des joueurs comme Ahmed Hassan. Mais effectivement, lorsqu'on a eu un Oussama Hassan lors de la CAN 98, qui sort son épingle du jeu, qui arrive à montrer toute l'habilité, la maestria des attaquants égyptiens, effectivement, ça a contribué au fait que l'Égypte soit aujourd'hui à 7 CAN, mais pas que. Comme je l'ai dit, il y a eu aussi de bons défenseurs comme des Wael Goma, il y a eu un grand gardien comme Essam El Hadari. Donc, c'est une nation qui a su, pour moi, asseoir une bonne formation pour nourrir sa sélection à profusion de joueurs sur toutes les lignes. Mais effectivement, il faut savoir que Oussama Hassan, c'est quand même l'un des symboles de la victoire de l'Égypte. Une légende. Allez, coach Alain Yoncian, Laurent Pokou, Eustache Manglé et les autres attaquants ivoiriens sont aussi présents dans cette liste-là. Quel regard portez-vous sur leur faire d'âme? Écoutez, les Ivoiriens ont tiré leur épingle du jeu après Laurent Pokou, qui a vraiment plané sur toute la CAN. Ensuite est venu Eustache Manglé. Et puis derrière, il y a eu ces jeunes loups-là, comme Didier Drogba, comme Thierry Joël, qui ont essayé un tant soit peu de redonner vie à cette attaque ivoirienne. Mais malheureusement, comme je dis, ils n'ont pas eu cette longévité-là pendant la CAN, ce qui a fait qu'aujourd'hui, ils sont à 10, à 11 buts. S'ils avaient joué plus de CAN, je pense qu'on aurait battu le record. Battu le record. Jean-Philippe Oria, quel but vous avez le plus marqué dans l'histoire du notre CAN? Oh là là, il y en a tellement eu, mais je pense que quand j'essaie de me remémorer de ma jeune vie, le premier but qui m'a marqué, c'est bien évidemment celui d'Ahmed Ouattara. Ouais. Lors du match de classement de la CAN 94, c'est le premier but qui m'a marqué. Il y a eu également le but de Didier Drogba en demi-finale
en 2006, si ma mémoire est bonne, face au Nigeria. Cette longue balle envoyée de l'arrière par Indri Kofi Romaric. Et puis, je dirais, surtout pour la symbolique, les 2 buts inscrits en finale de la Coupe d'Afrique des Nations en 2023, parce que la Côte d'Ivoire a joué quand même 5 finales de Coupe d'Afrique des Nations. Elle en a perdu 2, elle en a remporté 3. Sauf que sur les 4 premières finales, la Côte d'Ivoire n'avait eu à inscrire aucun but. Et donc, il a fallu à Abidjan, le Nigeria, pour nous réveiller, parce qu'on a encaissé en premier. Et ensuite, Franck, Yannick Kessé et Sébastien Haller, bien évidemment, je dirais de la semelle de sa chaussure qui nous a donné la victoire. Donc, je l'ai dit comme ça, pêle-mêle, mais voilà, ce sont les buts qui m'ont beaucoup marqué avec les éléphants. Kader et vous? Mais d'abord en 86, Côte d'Ivoire-Sénégal, le but d'Aboulaye Traoré de la tête. Il y a aussi celui de 2008 au Ghana, celui de Salomon Kalou face au Nigeria, parce que le match était très compliqué, il slalom entre les défenseurs et il va inscrire ce but-là. Et puis enfin, celui de Kader Keïta face à l'Algérie, même si on perd sur ce quart de finale-là, mais le but de Kader Keïta est venu comme une bouffée d'oxygène à un moment où c'était très très compliqué, cette frappe du gauche qui résonne encore parce qu'elle était tellement puissante. Allez, Balo, lequel des meilleurs buteurs en activité comme André Ayew, Mo Salah et Sadio Mané vous paraît à même d'entrer davantage dans l'histoire de la CAN? Moi, je dirais Mohamed Salah. Mohamed Salah, parce que pour moi, c'est un attaquant complet, finesse technique, adresse devant les buts, quelqu'un qui sait également avoir le sens du placement. Actuellement, il est loin, pour moi, il est loin d'être à la fin de sa carrière. Il a encore pour moi de grosses lettres de noblesse à écrire sous le maillot égyptien. Donc pour ces 2 raisons, pour le fait pour moi il a encore un peu plus de temps au devant de la scène et pour le fait qu'il y a encore un peu plus de qualité. Il a des qualités un peu plus complètes, un peu plus larges. Donc j'estime que c'est lui qui peut effectivement entrer dans l'histoire. Coach Alain Nyoncien, André Ayew, Mo Salah, Sadio Mané? Sadio Mané. Sadio Mané qui est en train de tirer le Sénégal vers le haut. Ayew, pour l'instant, ça piétine un peu parce qu'il n'est plus titulaire comme on le voit au départ avec l'équipe du Ghana. Mais Sadio Mané, comme un leader, comme un lion qui est en train de tirer cette équipe du Sénégal vers haut, je pense que ça va se jouer entre Sadio Mané et Mo Salah. Et puis, chez vous à la maison, pour votre plaisir, voici quelques-uns des plus beaux buts des attaquants ivoiriens à la CAN. Soumano Ahmed Ouattara. الاماكن بين بوعافيه ومدان اللي برز كثير وظهر بكل قوه في الشوط الاول. نفذ المخالفه حذاري ودريد يتردد نوعا ما دريد. تبقى الخطوره في الاخير دريد وهدف. شوف التردد كان تردد بالنسبه لدفاع فريقنا الوطني. كان من المفروض ابعاد الكره. كان من المفروض ابعاد الكره. كانت كرة سهلة كان من المفروض إبعادها. يسجل الهدف هذا اللاعب عبد الله تراوري اللي لاحظنا تحرك كثير. شوف الإعادة وكيفية تسجيل الهدف بعد تدخل مغاريا دريد تردد نوعا ما. كان دفع من لاعب رقم 10 وبكل سهولة. شوف دريد للمرة الثانية ما قدر يعمل حتى شيء. Still the Ivory Coast on the ball. Oh, this is going to be it. This is going to be it. It is. It's Drogba. Drogba's got it in the net. The man is in touch with the game. He's brought the Ivorians into the lead. 1-0 for the Elephants almost immediately after tea break. We'll have to have a look at that. Looks to me like Enakar here misjudged that. Bakar, Barry Copper deny him at the other end. And then a moment of magic to separate the two sides. Chelsea striker Solomon Kalou slicing his way through the entire Super Eagles defence and putting the ball away to give the Elephants the lead on 60. Ils peuvent se tirer d'affaire. Oh, superbe. Yao Kwasi Gervais. Yao Kwasi qui a balle du terrain. Yao Kwasi qui a balle du terrain. Yao Kwasi! Goal!
C'est le vrai Gervinho. C'est du bon Gervinho. Il a déboulé sur son côté, il est parti, il a pris sa responsabilité, Gervinho. Et qui ouvre la marque. Front three again, the ball is hooked forward. As it's across here. Entertaining pre-season. Pur moment de plaisir. Coach Alain Nyoncion, quel but de Gervinho? Ben, écoutez, je pense que sur l'action de Gervinho, il a d'abord hésité un temps soit peu. Il a évité d'abord le tac du joueur. Et ensuite... Il faut dire c'est quel joueur, hein? C'est Eric Sekouchel. Eric Sekouchel. Aujourd'hui entraîneur. Aujourd'hui sélectionneur du Nigeria. Et ensuite, quand il a pris de la vitesse, il a voulu faire une passe. Mais quand il a senti que son partenaire n'était pas là, bon, il est parti jusqu'au bout. C'est ça qu'on appelle un serial buteur. Sacré Yao Kwasi, Gervais. Vous suivez la grande team du lundi au vendredi, 20h30, 22h. Et puis, la RTI, diffuseur officiel de la CAN 2025, à suivre sur la 3, bien sûr, la chaîne des événements sportifs et musicaux, Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info et le sport, et RTI Play ce mardi 9 décembre 2025, au JT de 13h sur RTI 1. Le sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire, Faye Emers, donnera la liste des joueurs retenus pour la CAN 2025 au Maroc. Un événement à ne pas rater. Allez, on ouvre le téléphone. Notre question LGT, bien sûr, d'aujourd'hui. Passer le premier tour serait-il un exploit pour les éléphants de Côte d'Ivoire? Allez, place à notre actu. La question LGT de ce soir, mondial 2026, éléphant de Côte d'Ivoire. Passer le premier tour serait-il un exploit? Et pour nous appeler, plus 225 27 21 59 93 99. Bien sûr, mondial 2026. Je donne encore la question. LGT éléphant, passer le premier tour serait-il un exploit? À vos panonceaux, messieurs, ici en plateau et vous à la maison, vous avez la possibilité de nous appeler, plus 225 27 21 59 93 99. Oui pour Ballot, non pour Jean-Philippe Ouria, oui pour Kader et coach Alain. On va commencer par Kader. J'ai dit oui, parce que toute autre réponse serait minimiser les adversaires qui composent la poule de la Côte d'Ivoire, à savoir l'Allemagne, l'Équateur et le Curicao, qui est peut-être la grande inconnue de cette poule des éléphants de Côte d'Ivoire. Oui, parce que on a hérité d'un tirage difficile, ça faut l'admettre, avec cette équipe de l'Équateur qui regorge en son sein des joueurs, j'ai envie de dire, de grande qualité, de grande classe, pour certains même de classe mondiale. Et donc, je ne parlerai pas de l'Allemagne, parce qu'on connaît tous, on va dire, le vécu, on va dire la culture de la Coupe du Monde, car cette équipe, cette formation, cette sélection de l'Allemagne qui est super favorite dans cette poule-là. 23 champions du monde. Exactement. C'est, je crois, 21 participations en phase finale de Coupe du Monde. Donc, forcément, c'est le super favori. Donc, pour moi, passer ce cap des phases de groupe serait un exploit retentissant, d'autant plus qu'on n'y est jamais parvenu en 3 éditions. 2006, 2010, 2014, on s'est toujours arrêté à l'étape de la phase de groupe. Ce groupe est compliqué dans sa composition, parce qu'on va avoir affaire au football européen avec les Allemands, méthodique, rigoureux, tactiquement discipliné. L'Équateur qui est un peu, si vous voulez, qui pratique du football africain, mais un peu plus densément, j'ai envie de dire, dans l'impact physique qu'ils mettent dans les rencontres. La vivacité. J'ai regardé un peu l'âge des joueurs de l'Équateur, c'est entre 22 et 25 ans, le plus âgé, il a 27 ans. Ouais. Donc pour vous dire un peu le dynamisme de cette équipe de l'Équateur qui, en septembre dernier déjà, battait l'Argentine de Léo Messi. Ça vous dit qu'on aura affaire à une équipe, à des équipes solides, solidement constituées, qui vont venir jouer leur atout. Curacao, c'est une équipe qui comprend en son sein des joueurs hollandais d'origine et brésiliens. C'est une équipe qui a été capable de regarder droit dans les yeux le Canada, faire match nul lors d'un tournoi, capable d'aller rivaliser avec le Pérou en match amical.
Donc attention, on n'est pas nantis dans ce groupe-là. Il va falloir cravacher dur. Je ne dis pas ça pour s'aimer le doute dans la tête des supporters, mais pour attirer l'attention de la difficulté de la tâche qui attend les éléphants de Côte d'Ivoire. On aurait pu bénéficier d'un tirage beaucoup plus clément. Je l'ai vu pour certaines équipes africaines. Mais là, avec l'Allemagne et avec l'Équateur, ça sera compliqué. Mais je crois que c'est dans ce genre de moments-là que s'écrit, n'est-ce pas, le destin d'un champion. Et je pense que la Côte d'Ivoire aura les armes, je l'espère en tout cas, pour passer ce tour-là. On va prendre la direction de Mbato, retrouver M. Kofi Mathieu. Bonsoir. Oui, bonsoir, le très grand d'Angelès. Vous allez bien? Oui, ça va, et vous-même? Super bien. Je salue tout le monde sur le plateau. Oui, bonsoir, M. Kofi Mathieu. Allez, M. Kofi Mathieu, Mondial 2026, éléphant passé le premier tour, serait-il un exploit selon vous? Oui. En tout cas, je crois que si les éléphants bataillent pour passer ce premier tour-là, ça sera un exploit. Parce que depuis le tirage au sort, certains observateurs ne vendent pas cher la peau des éléphants de Côte d'Ivoire. Ils voient que dans cette poule, l'Équateur et l'Allemagne, en tout cas, sont bien placés. Comme il y a la possibilité de prendre le meilleur troisième, oui. Donc ils se disent qu'on peut être dans ce lot de meilleurs troisième là. Donc la prière que nous faisons aujourd'hui, c'est que les éléphants rehaussent leur niveau de jeu au niveau de la Coupe du Monde pour pouvoir passer ce tour en étant deuxième au moins. Ok. Voilà, et comme je le dis, ça sera un exploit parce que bon, on a déjà vu les 3 années précédentes, ça a été difficile. On est arrivé au 3e match en ayant 0 point et quand même on a gagné le 3e match là, on est resté à 3 points. Sauf la dernière édition qu'on a participé. Donc cette fois-ci là, il faut au moins arriver devant Curaçao en ayant 1 point ou 2. Et comme ça, comme eux, c'est sûr qu'on va les battre. Bon, avec 5 points, même si on peut être meilleur troisième, c'est mieux. Mais il faut qu'on passe cette poule. C'est pourquoi je dis que si on passe, ça sera un exploit. Parce que dans la poule, les équipes là, les 2 premières équipes qu'on va jouer ne sont pas vraiment faciles. Effectivement. Voilà. Allez, merci beaucoup, monsieur Kofi Mathieu. Merci bien, et puis bonne suite d'émission. Hein. Merci beaucoup. Allez, on va prendre aussi des messages sur la page Facebook de la 3. Océane Assiri, bonsoir la team. Non, passer le premier tour ne sera pas un exploit pour les éléphants. Ils ont largement les arguments pour se qualifier. Cette poule est jouable pour les Ivoiriens. Il faudra simplement rester concentré durant ces 3 matchs. J'ai trop confiance en eux. Balo, on vous écoute. Oui, ça serait un exploit parce que pour moi, réaliser un exploit, c'est réaliser ce qui n'a pas été fait précédemment. Okay. Et dans l'histoire des éléphants de Côte d'Ivoire, aucune génération n'a pu se qualifier au second tour d'une Coupe du Monde. Donc déjà, s'il y a une qualification éventuelle, ça sera historique, d'où l'exploit. Ça, c'est la première raison. La seconde, combien de pays africains ont réussi à franchir le second tour? Je pense que j'ai là ma liste que j'ai pu donc noter. On a le Maroc qui a atteint les demi-finales. On a le Ghana qui a atteint les quarts de finale. On a le Cameroun en 90 qui a atteint les quarts de finale. Je crois le Sénégal qui a, en 2002 qui est arrivé au second tour. Donc on a Nigeria aussi. Le Nigeria, voilà. Donc en tout, 5 pays, 5 nations africaines qui ont pu se hisser au second tour de la Coupe du Monde. Donc ce qui veut dire que c'est un cercle très fermé, très restreint. Donc si la Côte d'Ivoire réussit à se qualifier, eh bien, elle peut faire partie de ce Gotha. Et pour en faire partie, il faut donc surmonter des montagnes, notamment la Nationalmannschaft et l'Équateur qui a été 2e de la zone Am Sud, ce qui n'est pas chose simple à faire. Bien dit. Balo, le tirage au sort, bien sûr, de la Coupe du Monde 2026 a placé la Côte d'Ivoire dans le groupe E avec l'Allemagne, l'Équateur et Curaçao, alors que le format de la compétition paraît plus souple. Eh bien, il faut le dire, passer la phase de poule serait-il un exploit pour les éléphants de Côte d'Ivoire? Ce sujet de la rédac nous donne des éléments d'appréciation. Allez, avant de continuer notre discussion en plateau, je vous invite à revisiter le parcours des éléphants de Côte d'Ivoire en Coupe du Monde avec Balo. Oui, donc en Coupe du Monde, il faut savoir que lors de la Coupe du Monde 2006, dans la phase de poule, on a été battu par l'Argentine 2-1.
sur le même score également battu par les Pays-Bas 2-1. On a battu la Serbie-Monténégro 3-2. Durant la Coupe du Monde en Afrique du Sud en 2010, dans la phase de poule, 0-0 face au Portugal de Cristiano Ronaldo avec Sven-Goran Eriksson, sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Brésil, Côte d'Ivoire 3-1 avec un but de Didier Drogba. Corée du Nord, Côte d'Ivoire 0-3 pour la Coupe du Monde au Brésil en 2014. Lors de la phase de poule, la Côte d'Ivoire a battu d'une courte tête le Japon 2-1. On s'est incliné sur le même score face à la Colombie et on s'est incliné face à la Grèce avec ce pénalty de Samaras dans les dernières minutes. Donc un bilan de 9 matchs, 3 victoires, 1 nul, 5 défaites, 13 buts marqués, 14 buts encaissés, un seul clean sheet. Nos buteurs sont Didier Drogba, Aona Dendane, Wilfried Bony, Jean Vigneault qui ont 2 buts, Bonaventure Kalou, Baki Kone, Yaya Touré, Enrico Romaric et Salomon Kalou qui ont un but respectivement. On retient que la Côte d'Ivoire encaisse un but par match lors des Coupes du Monde. Allez, on va écouter à présent le coach Alain. Écoutez, moi je pense que c'est une poule difficile. Difficile parce que l'Équateur, ce n'est pas une nation facile à jouer. Ensuite, l'Allemagne, comme on connaît, l'Allemagne a toujours été dans le dernier carré de tous les mondiaux où ils ont participé. L'Équateur a battu l'Argentine, ils ont battu le Brésil même pendant la Copa América. C'est une équipe qui est physique, qui est technique, qui tactiquement est en place. Et ils ont des joueurs athlétiques. Donc il va falloir d'abord faire très attention à cette équipe. L'équipe la moins connue dans notre poule, c'est Curaçao. Mais attention à cette qui est coaché par un entraîneur très expérimenté. Attention à cette nation. Cette nation a pris des joueurs d'autres pays qui n'ont pas assez de temps de jeu, qui sont venus là dans cette sélection pour se relancer. Avec ces sélectionneurs, ils se qualifient pour la première fois pour le mondial. Attention à ce genre de nations. Parce que c'est des nations qui viennent pour jouer les troupes-têtes. Elles n'ont rien à gagner, elles n'ont rien à perdre. Elles vont essayer de marquer leur empreinte de cette participation au mondial. La Côte d'Ivoire, bon, on a joué une année contre le Mexique, c'est ça? Oui, un match amical. Un match amical. Le mondial 2014. Où on a été bouffé sur tous les plans. Donc c'est pour dire que le football sud-américain, il ne faut pas badiner avec. En tout cas, j'espère bien que tous les joueurs seront à 100% quand on ira au mondial. On l'espère également. Et puis, sans blessure, juste après la CAN au Maroc. On va prendre la direction de Sipilou avec M. Diomandé Mamadou. Bonsoir, M. Diomandé. Bonsoir, Dangeles. Vous allez bien? Bon, grâce à toi, je le vois d'être très haut. Super. Je salue le plateau tout entier. Bonsoir, M. Diomandé. Monsieur Diomandé Mamadou, mondial 2026 éléphants. Passer le premier tour serait-il un exploit pour les éléphants de Côte d'Ivoire? Oui. Je dis non et non. Et pourquoi? Parce que c'est mal pour être un entraîneur qu'on appelle Aimé Paye. Ok. C'est un gars qui aime les trucs, les défis. Quand il est prêt pour lancer les défis, et il va jusqu'au bout. Nous sommes champions d'Afrique. Le Maroc a gagné, le Sénégal a gagné l'Équateur en 86 là. Nous, on été champions devant au Sénégal. L'Équateur avant les gagner. Allemagne là, nous on n'a pas peur de l'espoir, on n'a pas peur de ça. On a un petit qui est là-bas, qui fait mal au championnat anglais, qui marque des buts. Il a demandé. Donc ce monsieur-là, quand il va se voir en face de l'Allemagne, il va les travailler. Très équipe là, ça c'est un acquis. Donc je dis que la Côte d'Ivoire, c'est l'éléphant. Le drapeau aurait blanc vers la Paris quand il est prêt. Donc c'est pas d'espoir, c'est un acquis. Et on va le dire tout avec la tête haute, avec les mains pareilles, c'est au commando. Oui. Bonne chance aux éléphants, qui est loin et qui dépasse le Maroc pour aller en finale. Bonne mission. Merci beaucoup, monsieur Diomandé Mamadou, depuis Sipilou. Jean-Philippe Auria, on vous écoute. Ok, moi j'estime que déjà ce n'est pas un exploit pour une première raison. Parmi celles que je vais évoquer ce soir, c'est le format de la compétition. Ok. Les Coupes du Monde précédentes se déroulaient en format 32 nations, où on prenait que les 2 premiers de chaque poule et les 2 derniers étaient éliminés. Quand on regarde l'historique des qualifications de la Côte d'Ivoire n'a pas été sacrément vernie au tirage au sort. Pour notre première sortie en 2006, on est dans le même groupe que l'Argentine, la Hollande, la Serbie. Et pour mémoire, la Serbie avait terminé comme la première nation qualifiée de la zone Europe en étant la meilleure attaque et la meilleure défense de l'Europe avec des garçons comme Matija Keizman et autres. Beaucoup de nations craignaient cette formation serbe, mais la Côte d'Ivoire a réussi à battre cette équipe de Serbie
à l'issue d'une rencontre assez palpitante. C'était à Gelsenkirchen, du côté de Schalke. Ensuite, en 2010, bis repetita, nous sommes dans le groupe du Brésil, du Portugal, de la Corée du Nord. On débute une compétition de fort belle manière, on accroche le Portugal, on s'incline face au Brésil, on bat la Corée du Sud, on totalise 4 points, ce qui, en temps normal, dans ce genre de configuration, doit nous permettre de nous qualifier pour la suite, sauf que nos amis lusophones, portugais et brésiliens, s'entendent dans un match fraternel pour couper la poire en deux, et donc nous sommes éliminés à 1 point derrière le Portugal. Nous sortons de la compétition avec 4 points. Et en 2010, Colombie, Grèce, Japon, on dira simplement que l'euphorie d'entrer dans l'histoire en passant le premier tour a fini par nous avoir, puisqu'on menait la Grèce. Ensuite, à l'ultime instant de la rencontre, dans le Money Time, on se fait avoir par, je dirais, un geste d'amateur qui malheureusement nous prive d'aller au tour suivant. Pourquoi je fais l'histoire de la Côte d'Ivoire? Dans toutes les Coupes du Monde, la Côte d'Ivoire a eu à jouer. La Côte d'Ivoire s'en est toujours sortie avec un minimum une victoire. On sait que dans ce format à 48 nations, la victoire est prépondérante et déterminante et elle accroît votre chance de passer au tour suivant. Donc, si on se base sur déjà un fait historique, la Côte d'Ivoire, normalement, devrait avoir la capacité de s'en sortir avec une victoire. C'est vrai, je regarde les différentes formations qui sont dans notre groupe. Il y a l'Allemagne, une équipe contre laquelle la Côte d'Ivoire a déjà joué, mais tous les acteurs compris par cette rencontre ne sont pas présents aujourd'hui. On s'était accroché avant le Mondial 2006, 2-2. Et il y a l'Équateur. On nous dit oui, l'Équateur, c'est une nation forte au niveau de l'Amérique du Sud et autres. Sauf que la génération actuelle des éléphants que nous avons a croisé une équipe sud-américaine juste après son sacre à Abidjan en 2023, en début 2024. C'était à Lens, c'est l'équipe de l'Uruguay, avec toutes ces stars emmenées par Mathieu Bielsa, qu'on avait battu 2-1 sur la première réalisation de Guéla 2 en sélection nationale. On avait tous apprécié le football que l'équipe de Côte d'Ivoire avait produit ce jour-là. Une formation qui s'était subliminée après un match amical, je crois, face au Bénin, au Togo, où ça avait créé des grincements de dents. Après, on n'a pas cette même dynamique jusqu'aujourd'hui. Mais c'est pour vous dire que la dynamique, elle se crée en fonction de l'événement. On est en 2025. Là, le tirage au sort est fini. On est en train de spéculer sur comment on va jouer en 2026. Donc, on ne peut pas dire que la dynamique dans laquelle on s'inscrit aujourd'hui, même avant la Coupe d'Afrique des Nations dans quelques jours, sera la même que celle de la Coupe d'Afrique des Nations, sera la même que celle de la Coupe du Monde. Et vous savez qu'en année Coupe du Monde et en Coupe du Monde, toutes les nations se renforcent. D'autres équipes ont des certitudes. La Côte d'Ivoire aujourd'hui a un vivier encore énorme avec des garçons qui sont en train de monter en puissance et qui, en 2026, vont encore avoir plus, je dirais, d'expérience sur le niveau au plan professionnel et au plan même, je dirais, international. On parle d'un garçon comme Yann Diomandé. Nous souhaitons qu'il continue de progresser. Avec quel Yann Diomandé on va arriver au Mondial en 2026? Avec quel Inao on va arriver au Mondial en 2026? On parle de Lenny Yoro, on parle de Boni et autres. Quels sont les joueurs avec lesquels on va arriver en 2026? Donc là, on est encore loin de savoir le visage des éléphants en 2026. Donc attention déjà, si on doit faire une projection, il faut tenir compte de tous ces paramètres-là, tout simplement jusqu'en 2026. Donc quand je regarde tout ça, en termes de paramètres, je me dis, il y a de la place. Il y a de la place dans ce groupe. Honnêtement, on est la Côte d'Ivoire. On est une nation, quand on va rentrer sur le terrain, qu'on le veut ou non, Curaçao va nous craindre. Je ne dis pas respecter, ils vont nous craindre. Qu'on le veut ou non, l'Allemagne va nous respecter. Qu'on le veut ou non, l'Équateur va nous respecter. C'est à nous maintenant de faire preuve de l'orgueil qui nous manquait, cet orgueil qu'on a reçu lors de la Coupe d'Afrique des Nations et qui nous a permis d'aller au bout d'une compétition qui était émotionnellement très forte, à la fois pour les joueurs et pour la nation. Donc, toute cette expérience accumulée là, et cette envie surtout de bien faire, de rentrer dans l'histoire, parce que ces garçons-là, on l'a toujours dit, ce n'est pas la meilleure génération que nous avons eue de l'histoire du football ivoirien, mais ces garçons ont toujours tout fait pour rentrer dans l'histoire, et la preuve, ils y sont. Ils ont rapporté la CAN historique à domicile, ils viennent de nous requalifier pour une phase finale de Coupe du Monde, sans embâche. Donc ce sont des garçons qui ont toujours montré qu'ils ont le cœur à l'ouvrage, et je pense que c'est un aspect important pour la Coupe du Monde, et moi je crois en eux. Je pense que sortir de cette poule-là est à leur portée. Voilà pourquoi j'estime que ce n'est pas un exploit.
Allez, on respecte votre avis sur la page Facebook. Marina nous dit non, pas du tout, car nous sommes champions d'Afrique en titre et avec notre effectif actuel, passer le premier tour n'est pas un exploit. Soro Abdoulaye nous dit franchement non, plusieurs équipes africaines l'ont fait. Il faut arrêter de se fixer des objectifs aussi ambitieux. Tout simplement, sortir de la poule est même une obligation pour nous avec nos statuts de champions d'Afrique. Il faut le dire tout simplement. Messieurs, on progresse. Est-ce qu'on peut dire que ce trio d'adversaires, bien sûr, est plus accessible pour cette édition par rapport aux éditions passées, Kader? Moi, je pense qu'on est dans la même configuration, sauf que peut-être que le processus de qualification a changé, comme l'a dit Jean-Philippe Oria, mais pour moi, l'Équateur, c'est pareil que la Colombie. L'Allemagne, c'est pareil que l'Argentine ou les Pays-Bas en 2006. Non, je pense qu'en termes de qualité d'adversaire, rien n'a changé, si ce n'est le procédé. Mais après, j'invite Jean-Philippe à revoir la composition de l'Uruguay en match amical. En dehors de Valverde, il n'y avait pas grand monde. Attention, ouais, attention. Et puis, je veux dire, on n'est pas en train de dire que les éléphants n'ont pas la capacité de passer. Nous, on attire l'attention des uns et des autres sur la dangerosité des adversaires qu'on va croiser et du football qu'on va croiser. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que c'est bien beau, on est champion d'Afrique, mais il y a tellement de matchs qui sont passés depuis le titre de champion. Et on a vu à quel niveau il y avait des choses à corriger. Là, on va jouer le très très haut niveau, c'est au-dessus de la CAN. Une Coupe du Monde, comme on le dit, comme disent les enfants, c'est l'os du ballon, c'est-à-dire que c'est la mère du football. Et on va arriver à une période en 2026 avec, on va dire, une équipe qui aura l'ambition de passer ce tour-là. Quoi qu'il se passe, en termes de qualification pour le second tour, ça sera historique, ça sera un exploit parce qu'on ne l'a jamais fait. Maintenant, est-ce que c'est dans les cordes des éléphants de Côte d'Ivoire? Oui, c'est dans les cordes, mais on a en face des adversaires redoutables. On a l'Allemagne, on a l'Équateur, qui, comme je l'ai dit, pratique un football dur. On l'a vu face à la Colombie. On a été pressé au milieu du terrain, 2 pertes de balles, et tout de suite, on a été punis. Par Sérédier et par Personnam qui était chèque, on a été punis derrière. Donc attention, moi vraiment c'est pour attirer l'attention des uns et des autres sur la qualité des adversaires qu'on va affronter. L'Allemagne, comme je dis, c'est méthodique, c'est la culture de la Coupe du Monde, c'est une sélection qui a de l'expérience avec un entraîneur qui est arrivé, c'est vrai, en 2023, donc il a eu le temps de bâtir son équipe, et donc on va avoir affaire à ce jeune adversaire-là. Et puis Curaçao, comme on dit, eh bien c'est la grande inconnue, et c'est là le danger. Quand vous savez très peu de choses d'un adversaire, c'est là que réside le danger. Pour moi, il va falloir être très très vigilant, jouer au niveau qu'on connaît, tout simplement. On parle de Yann Diomandé qui est en Allemagne, qui maîtrise les défenses allemandes, mais en Coupe du Monde, ça sera autre chose. Et moi, j'attends de voir, j'ai hâte d'être dans la Coupe du Monde. Une délégation de la Fédération ivoirienne de football s'est rendue à l'ambassade du Canada en Côte d'Ivoire où elle a suivi la cérémonie du tirage au sort. Les images sont fournies par les médias de la FIFA. Je suis Sandra Choufani, je suis l'ambassadrice du Canada en Côte d'Ivoire. C'était très bien, j'étais l'hôte ce soir d'une session pour regarder live en direct le tirage qui se passe à Washington en la présence du président des États-Unis Trump, du premier ministre Carney et de la présidente du Mexique Sheinbaum. Alors, j'ai été l'hôte avec l'ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire et le consul honoraire du Mexique et la Fédération ivoirienne de football pour qu'on puisse regarder en direct le tirage, étant donné que la Coupe du Monde 2026 se passe aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Alors, on va jouer contre de très bonnes équipes, évidemment, mais on a espoir qu'on a une bonne équipe cette année et qu'elle aura du succès. La Côte d'Ivoire aussi va jouer contre des bonnes équipes et dont potentiellement un match au Canada et on sera très ravis d'accueillir la Côte d'Ivoire au Canada. Donc moi j'ai beaucoup espoir pour les deux équipes et j'espère qu'on va jouer l'un contre l'autre aussi. Mathieu Kalou, ex-international ivoirien, maire de la commune de Babou. Une très belle cérémonie avec les 3 présidents chez qui la Coupe du Monde sera organisée. C'était en même temps, comme les Anglais disent, fun, mais en même temps sérieux. Et voilà, c'était une très belle cérémonie. On est en Coupe du Monde, on ne choisit pas ses adversaires. Il y a un grand nombre d'équipes là-bas et toutes ces équipes-là ont des joueurs de valeur. Aujourd'hui, le football
On dit qu'il n'y a plus de petites équipes, c'est ce qui est vrai. Le football évolue dans tous les pays. Je pense que c'est un bon tirage. On aurait pu s'attendre à pire. C'est un bon tirage. Maintenant, sur le papier, on peut paraître supérieur à certaines équipes, mais ce n'est que sur le papier. Il va falloir le prouver en juin. Le Sénégal a un groupe très sérieux. Ils ont leur premier match contre la France. Ça me rappelle quelques souvenirs. J'espère qu'ils vont rééditer l'exploit de 2002, je pense, en Corée. Donc voilà, c'est un tirage qui n'est pas un cadeau pour les Sénégalais, mais ils ont une très belle génération, une très belle équipe. Donc je pense qu'ils pourront s'en sortir. Et le Canada, je me rappelle plus trop du groupe du Canada, mais écoutez, ils sont chez eux. Aujourd'hui, les joueurs canadiens s'exportent en Europe. C'est une valeur ajoutée pour leur sélection. Donc j'espère pour eux qu'ils, en tant que pays, qu'ils sortiront du groupe et qu'ils iront le plus loin possible. Les dirigeants fédéraux pourront-ils tirer les leçons des échecs passés? Absolument, parce qu'ils ont eu 3 expériences. Donc, fort de ces 3 expériences, il y a moyen de tirer une matière intéressante pour voir ce qui n'a pas marché et améliorer le tout. Allez, le public sportif ivoirien s'est prononcé sur la question LGT. Je pense bien que ça serait un espoir, puisque ça fait la 3e fois qu'ils vont y aller, y participer. Et les tout précédents, ils n'ont pas été au top, mais cette fois-ci, je pense bien qu'ils vont y arriver. Puisque nous avons des bons joueurs qui jouent en club et qui pèsent bien. Cette année, je pense bien. Ça serait vraiment un exploit, parce que ça serait la première fois dans l'histoire du football de la Côte d'Ivoire. Ouais, l'Allemagne, c'est une grande équipe, c'est vrai. Le Curaçao aussi, c'est une équipe. Mais je crois qu'on peut passer le premier tour. Moi, j'ai la foi. L'entraîneur va faire de bons choix. Et j'ai confiance que Faye va faire de bons choix. J'ai confiance, c'est mon vieux pays, il connaît. Il va faire de bons choix, ça c'est sûr. Oui, les grands entraîneurs, certes, mais ce ne sont pas des Ivoiriens. Cette fois-ci, nous avons un Ivoirien à la tête. Et nous croyons en lui. Et nous savons qu'avec l'Ivoirien, là, nous irons jusqu'au bout. L'Équateur aussi, on peut dire que c'est un petit pays. L'Équateur, on dit l'Équateur, certes. Mais nous, la Côte d'Ivoire, on est toujours champion et on restera toujours champion. Toujours à la tête. On n'incline pas, on ne s'incline pas. On est toujours debout. Vu toutes les équipes, toutes ces grosses équipes-là qui font partie de notre poule, je pense que ça serait vraiment un exploit. Mais comme on le dit, l'impossible, il n'y a pas d'impossible en fait. Tout est possible, alors nous on croit. Et surtout que notre équipe va de plus en plus haut en performance. Et vu également la bonne performance de notre entraîneur, je peux dire que c'est quelque chose qui serait possible. À l'instant, bien sûr, le public sportif ivoirien. À présent, place à notre rubrique Saga des pros. Allez, dans l'ensemble, nos pros n'ont pas véritablement brillé. Jean-Philippe Aurier, est-ce que vous êtes inquiet? Moi, je suis pas inquiet, parce que de toutes les façons, quand on a parlé de ces différentes poules, moi, j'ai regardé les différentes équipes, l'Équateur, Curaçao, je ne leur connais aucune grande référence. Donc, je n'ai pas à m'inquiéter pour les éléphants de Côte d'Ivoire. C'est vrai que les gens peuvent avoir peur, mais on ne va pas se faire peur pour rien. Maintenant, concernant nos professionnels, je pense simplement que c'est normal. On approche de la Coupe d'Afrique des Nations. Tant qu'ils jouent, pour moi, c'est l'essentiel. Maintenant, ce que j'ai attendu, c'est d'être performant sur le mode de l'équipe nationale. Allez, coach Alain Yoncian, un mot sur Yann Diomandé, tout feu, tout flamme. Écoutez, actuellement, il est sur une bonne dynamique. Il est en train de marquer son territoire parce qu'il a besoin de marquer beaucoup de buts. Il a besoin d'être titulaire à part entière parce que sur les côtés, ici, en sélection, les places vont coûter cher. Et puis, on va savoir qui sera titulaire, qui sera remplaçant. Donc, dans un premier temps, d'abord, il faut qu'il soit à 100% de ses capacités, de ne pas être blessé et de venir en sélection et puis ne pas avoir la grosse tête, mais surtout être performant en club. Et puis peut-être qu'en sélection, ça va continuer. Kader, avec le record du 2e jeune joueur de l'histoire de la Bundesliga inscrit un triplé, Yann Diomandé est-il bien parti pour exploser les compteurs? Oui, à condition qu'il n'y ait pas de blessure, parce que c'est ça la grande hantise pour un footballeur de sa trempe qui commence très jeune, qui est utilisé chaque week-end par son club. Il fait du bien à cette équipe
de Leipzig, qui est deuxième derrière le Bayern Munich. Non, ce garçon-là, je crois que c'est une ascension fulgurante et rapide. De mémoire de journaliste, je n'ai pas vu un joueur qui était venu comme ça en sélection, qu'on n'avait pas connu par le passé, qui vient s'installe. On a eu le cas d'Eric Bailly, mais en termes d'attaquant, ce que réalise Yann Diomandé chaque week-end, avec son club et avec les éléphants de Côte d'Ivoire, non, je crois que c'est phénoménal. Toutes nos prières vont dans ce sens, qu'il soit préservé des blessures parce qu'il fait tellement de bien. Il est jeune, il est dynamique, il est altruiste, il va droit au but, comme les Marseillais. Et bon, voilà, on espère le voir à la CAN et en Coupe du Monde aussi flamboyant que ce qu'on voit chaque week-end. Balo, pensez-vous qu'avec ses prestations actuelles, Yann Diomandé puisse attirer davantage les recruteurs? Oui, absolument. Je pense qu'au fur et à mesure qu'il réalise de bonnes performances, il emmagasine de la confiance psychologique, du capital confiance qui lui permettra bien sûr encore de faire la différence. Mais vous savez, il évolue au RB Leipzig. Que ce soit le RB Leipzig, le Borussia Dortmund, ce sont de bons tremplins allemands pour aller vers les clubs, en tout cas qui ont, en termes historiques, qui ont un palmarès, qui ont un impact historique plus important. Donc pour moi, oui, le fait de réaliser cet exploit dans un club comme le RB Leipzig va lui ouvrir beaucoup de portes. Et puis, on le sait, demain, le sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire, Faye Mers, donnera la liste des joueurs retenus pour la CAN 2025 au Maroc. Selon vous, est-ce que Faye ira avec Yann Diomandé? C'est une quasi-évidence. Une quasi-évidence. Je pense qu'il fait partie des premiers noms qui seront cochés sur sa liste. Je pense qu'on peut même s'amuser à donner 15 noms au moins au niveau de la liste de Faye. Maintenant, il y aurait une spéculation si 10 noms. Mais je pense que le groupe est quasiment connu. Il n'y aura pas de très grosses surprises. Est-ce qu'il y aura une entrée des dernières minutes dans ce groupe? Quand on parle d'entrée des dernières minutes, un joueur qui n'a pas pris part aux éliminatoires, tant de la Coupe du Monde ou de la Coupe d'Afrique, c'est ça le grand point d'interrogation. Pourquoi pas? C'est une question. Voilà. Je pense que c'est la question qu'on se pose tous. Parce que Faye Mers n'est pas entraîneur à chambouler ses habitudes. Je pense que si cela doit se passer, ça sera une ou deux entrées. Mais le groupe va forcément partir de ceux qui ont pris part aux différentes campagnes de qualification. Messieurs, en ce moment, on parle de Lenny Yoro. Est-ce que vous avez des informations là-dessus dans la liste de Faye Mers, coach? Non. Je pense que ce nom-là, je ne pense pas que ce nom-là puisse venir maintenant. Peut-être que ça sera la Coupe du Monde. Il va avoir peut-être une surprise, comme l'a dit Oya, ça sera peut-être au niveau des gardiens de but. Moi, je suis sûr qu'au niveau des gardiens de but, il y aura peut-être le retour de... Badra? De l'ancien gardien du FC San Pedro. Il ira taper? Il ira taper. Pourquoi pas? Qui en ce moment fait de très belles performances, beaucoup récompensées. Mais messieurs, dans cette même veine-là, on a vu son coéquipier Amad Diallo mettre le maillot des éléphants de Côte d'Ivoire dans le casier de Yoro à Manchester United. Ensuite, il y a eu un message. Non, peut-être qu'il doit peut-être le vanner. Mais bon, de toutes les façons, on en saura plus demain. Voilà. La Fédération de football, quand elle entame des démarches avec des athlètes aujourd'hui, on n'en sait pratiquement rien. On a vu le cas Alban Lafont, on n'était pas informé, on l'a vu débarquer. Donc, s'il y a des négociations, on aura la confirmation que lorsqu'il sera appelé en équipe nationale. Balo, un mot sur Inao? Oui, c'est un joueur techniquement, pour moi, qui a un bon niveau. Techniquement, il a un bon niveau. Maintenant, vous savez que le football moderne demande d'avoir de l'intensité dans le jeu. Moi, j'attends de le voir, je ne l'ai pas vu dans des matchs à haute intensité, donc dans les grands matchs, comme on dit, pour voir sa capacité d'intensité. Est-ce qu'il est capable de multiplier les courses à haute intensité, de faire le repli de manière incessante et de nous aider donc à la récupération? Là, c'est la grande question. Mais sauf que techniquement, effectivement, dans les sorties de balles, il peut être pour moi un bon point d'ancrage pour nous aider. Allez, Armel Zohri en Géorgie a remporté. Bravo à lui, mais j'espère qu'il va quitter ce pays-là pour venir dans un championnat plus épais, parce qu'il a tellement de talent, il a de l'allant, il a, comme on dit, le transport aller-retour sur les matchs qu'il fait. Et en plus, c'est un international ivoirien, donc on attend qu'il vienne dans un club beaucoup plus épais pour disputer, n'est-ce pas, la Ligue des Champions, parce que ce garçon a du talent. Parce qu'il a du talent. Puis, monsieur, demain, mardi 9 décembre 2025, au JT de 13h, Faye Mers, le sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire, donnera la liste des joueurs retenus pour la CAN 2025 au Maroc. Un événement à suivre en direct, en intégralité sur la 3. Merci beaucoup, messieurs, pour vos analyses. Merci également à toutes nos équipes autour du réalisateur Alan. Merci également au rédacteur en chef Magloire Diop. On se donne rendez-vous pour d'autres moments magiques de foot et surtout de grands teams sur la 3. Allez, salut!